Ambassadrice de la paix, médiatrice entre les ex-combattants et le pouvoir en place ici en Côte d'Ivoire, son Excellence Safoué Mélanie Kouassi, notre invitée pour ce numéro de votre émission Les Entretiens sur les antennes de l'Intelligent TV. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à vous, Excellence. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Merci, cher confrère. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes médiatrice entre les ex-combattants et le pouvoir en place. Dites-nous en quoi consiste concrètement cette médiation. Merci, monsieur le journaliste. La médiation, elle a commencé en 2013, après la crise. Elle a consisté à aller à leur rencontre, nous enquérir de leur détresse. Et quand nous sommes allés sur le terrain, nous avons rencontré deux doléances. Lesquels? Leurs blessés de guerre qui se mouraient. Et nous avons trouvé sur le terrain des personnes amputées, en putréfaction. Nous avons vu l'être humain pourri. Nous avons senti des odeurs. Mais par l'amour, on les a pris à bras le corps. Et puis la deuxième doléance, c'était à savoir leur intégration dans l'armée ivoirienne et autres. Donc nous leur avons dit que nous sommes médiatrices. Mais nous ne savions pas quand est-ce qu'ils faisaient leur contrat de mobilisation pour aller dans la rébellion. Donc on ne peut pas arbitrer. Mais rencontrer quelqu'un qui a l'œil cassé, en putréfaction, le pied et autres, ce n'est pas dans un anniversaire qu'on perd les pieds, les bras. Donc nous avons la preuve qu'effectivement, vous êtes blessés et autres. Donc, donnez-nous vos papiers. Nous avons rencontré une organisation, pas possible. Ils avaient tous les papiers et c'est ce que nous avons pris pour venir auprès des institutions. Nous avons fait de 2013 à 2016. Fort heureusement, l'État de Côte d'Ivoire a accepté de les soigner. Et le 16 juin 2016, il y a eu une convention de prise en charge médicale et chirurgicale signée par le ministère. En ce moment, c'était, aidez-moi, la ministre Mariétou Kone. Oui. Elle, vraiment, nous l'avons vraiment acculée et haute. Mais c'était de bonne guerre, c'était pour apaiser les tensions. Elle a accepté de signer cette convention et les blessés ont reçu des prothèses. Mais nous, notre mode opératoire, c'était de pouvoir leur donner à manger. Donc nous mobilisons les vêtements, les vivres, les non-vivres pour apaiser les choses. Nous avons trouvé des gens dans des maisons inachevées, vraiment dans une pauvreté extrême. Alors est-ce que, avec tout ce que vous dites là, est-ce qu'on doit s'inquiéter, on doit s'alarmer de la situation des ex-combattants? Est-ce que la situation elle est catastrophique? C'est cela? Oui, elle est catastrophique. Il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Est-ce que vous voyez? Ce qui est intéressant, comme je le dis, les acquis, là, ça a permis d'apaiser les choses. Et quels sont ces acquis? Non, comme je le dis, la prise en charge médicale. Parce que les blessés, quand vous allez en médiation, ils vous disent qu'eux, ils sont des morts vivants. Donc les morts vivants, ils sont toujours prêts à prendre les corridors et autres. Donc nous avons négocié. Nous, dans notre mode opératoire, en tant qu'ambassadrice de paix et juriste de formation, journaliste aussi, nous allons vers les institutions. Quand nous allons à Korogo, on va présenter nos civilités au préfet, qui est le représentant du chef de l'État. Nous présentons, nous venons faire l'humanitaire auprès de nos poulets pour les apaiser. Et donc, en gros, en 10 ans, nous avons fait le désarmement des cœurs. Comme le dit... Est-ce que vous avez pu faire le désarmement? Oh, on a pu faire. Parce que... Il y a combien d'abord, les ex-combattants, il y a combien qui ont été désarmés? Non, ça ne relève pas de notre prérogative de vous le dire. Est-ce que vous voyez? Il y a des sachants. Vous n'avez pas pour mission de désarmer les ex-combattants? Non, le désarmement physique des armes, puisque ce n'est pas nous qui les avons armés. Mais comme le dit... Mais ça fait partie quand même de votre mission, n'est-ce pas? Non, il y a différents. Je ne suis pas le Conseil de sécurité. Est-ce que vous voyez? Il y a un État constitué. Avec donc vous, votre mission, ça consiste uniquement à la prise en charge médicale
Des ex-combattants, c'est oui, cela? Non, il y a la prise en charge médicale. Et puis, il y a les négociations entre eux, avec eux, pour apaiser les choses. Et je vous informe que c'est des négociations souterraines que nous avons faites. Les autorités connaissent notre existence. Et nous avons pu amener ces ex-combattants-là à échanger en son temps, en 2017. Vous vous souvenez? Vous étiez en Côte d'Ivoire ou bien à l'extérieur, monsieur le journaliste? J'étais en Côte d'Ivoire. Vous étiez en Côte d'Ivoire? Oui. Comment ça chauffait, la petite mutinerie et autres. En ce moment, c'était le ministre Alain Dombaï qui était aux affaires. Nous avons échangé avec lui. Il a accepté d'échanger avec eux. Il y a eu des incarcérations qui ont été faites parce que quand on ne maîtrise rien, on préfère incarcérer le chef, le leader, pour que les autres puissent se calmer. Vous nous dites quoi? En ce moment, le régime, le pouvoir en place ne maîtrisait rien, c'est cela? Non, le ministre était dépassé par la situation, par l'événement? Bon, on peut dire qu'il maîtrisait, pour ce qu'il peut maîtriser. Vous pouvez être aux affaires, vous pensez maîtriser quelque chose et vous êtes surpris. Est-ce que vous pensez que le pouvoir maîtrise actuellement la situation des ex-combattants? Bon, si nous sommes sortis de notre réserve, c'est pour aider le pouvoir à maîtriser la totalité. Vous pensez qu'il est en difficulté et il a des difficultés, des problèmes pour maîtriser totalement cette affaire-là? Bon, il n'a pas de problème. Quand il s'agit d'armement... Alors, c'est quoi l'intérêt de votre aide alors? L'intérêt de notre aide là? Si vous pensez qu'il n'a pas de problème? Non, pas courtoisie. On peut dire qu'il n'a pas de problème. Mais sinon, il en a? Peut-être. Parce qu'il n'y a pas de baromètre pour savoir ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un. Vous pouvez avoir votre cuisinier, votre chauffeur. Vous ne savez même pas qu'il est ex-combattant et qu'il est le parent de quelqu'un qui est en putréfaction. Il peut être en train de vous servir. Même il peut être une force spéciale pour vous garder. Mais vous ne connaissez pas dans son cœur. Donc un pouvoir peut avoir les armements, mais il ne peut pas maîtriser le cœur de l'homme. Alors, est-ce que... nous avons les hommes. Est-ce qu'il faudrait comprendre dans vos dires que le désarmement des ex-combattants n'est pas une réalité en Côte d'Ivoire? Bon, c'est une réalité selon les chiffres qu'ils ont. Mais moi, je vous parle des cœurs. Parce que c'est à un être humain, vous remettez les âmes pour aller se battre. Comme le dit, c'est l'UNESCO, c'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres et c'est dans leur esprit qu'il faut enlever cette idée de guerre. Nous, notre acquis que nous avons, comme je le demandais au ministre de la Défense d'alors, il dit qu'il maîtrise le dossier, puisqu'il a été avant que ça soit qu'on arrive, tout ce que vous avez vu qui a généré assez de milliards pour la Côte d'Ivoire, il maîtrisait un pan. Il dit qu'il maîtrise le dossier. Je lui ai demandé, monsieur le ministre, si je vous amène un ex-combattant, vous pouvez le reconnaître, savoir que celui-là a fait la guerre et autres. Donc vous pouvez avoir les chiffres en machine. Par exemple, je suis dans votre rédaction. Vous avez les chiffres, vous avez ce papier-là, non? Et autres. Mais derrière ce papier se cachent des visages. Donc l'acquis là, nous avons des visages, ce sont nos frères et autres. Donc c'est juste l'humanitaire. Donnons un peu à manger, on va pouvoir, comme le disait le premier président de la Côte d'Ivoire, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. S'il n'est pas libre, on peut le vassaliser à tout moment. Ils sont en nombre de combien? Bon, pour ce que je sais, quand j'ai posé la question, il m'a été donné le nombre de 2600. 2600. Et puis, j'ai posé la question encore. Ils m'ont dit d'aller voir dans l'ordinateur d'un chef de guerre. Je leur ai dit, l'ordinateur, ce n'est pas un dieu. Est-ce que vous voyez? Dans l'ordinateur, on peut mettre beaucoup de choses. Mais ceux qui se sont mis, quand on le dit comme ça, hein, mais ce n'est pas aussi aisé. Des gens qui te disent que je suis ex-combattant, c'est-à-dire que tu revendiques le crime. Est-ce que vous voyez? Si les données changent, quand on parle de choses, de la rébellion à Bouaké ou autre, il y a eu beaucoup de morts.
Il y a eu des personnes violées. Il y a jusqu'à présent des gendarmes qui ont été égorgés. Le problème ivoirien n'a même pas été touché. On parle de 2002. En 2010, on a vu à la télé autre chose. Une première dame qui a été déshonorée devant tout le monde. À la face du monde entier, ça a été filmé. Donc, des personnes qui viennent et qui revendiquent ce crime, d'abord, il y a ce contentieux à régler avec leur commanditaire. Vous comprenez, non? Et puis, il y a un autre contentieux à régler avec les victimes qui n'ont encore rien dit. C'est ce qui est le plus dangereux. Est-ce que vous voyez? Alors, de 2012 à 2015, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui avait mis en place un programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers la DDR. Quel est votre commentaire sur ce programme? Bon, je n'ai pas de commentaire. Vous pensez que ça a été un échec? Non, je n'ai pas de jugement de valeur. Au jour d'aujourd'hui, monsieur le journaliste. Est-ce que l'existence de votre médiation aujourd'hui n'est pas la preuve de ce que ce programme a été un échec? Si ce programme n'avait pas été un échec, est-ce que on en parlerait? Est-ce qu'on en parlerait? Non, je ne dirais pas que ça a été... Est-ce qu'on parlerait aujourd'hui de médiation? Non, je ne parlerai pas d'échec. Les valeurs d'appréciation sont différentes. Comment vous appréciez alors, vous à votre niveau, quelle est l'appréciation que vous pouvez faire de ce programme qui a été dirigé à l'époque par M. Fidel Sarasoro? Qui est même le fils d'un de mes professeurs de la fac. D'accord. Qui nous a appris le droit rural. D'accord. Et la gestion des conflits. D'accord. Et donc... Et votre jugement sur ce programme? Je n'ai pas de jugement. Ce que moi je demande, c'est que les décideurs puissent peut-être désigner certaines personnes. Selon ce programme, oui, sur près de 74 000 ex-combattants qui ont été, comment je vais le dire, qui ont été comptabilisés, il y a plus de 50 000, voire 55 000 personnes qui ont été réintégrées. Bon, on n'a pas de... Comme je le dis, je n'étais pas là. Est-ce que vous voyez? Quand ils m'ont présenté leurs revendications, j'ai vu des blessés physiques. Ça a été réglé par l'État de Côte d'Ivoire. Ça continue d'être réglé. Mais ceux qui ont mobilisé, ceux qui ont démobilisé, je n'étais pas là. Donc je ne peux pas donner, en tant que juriste, quand vous dites que quelque chose a été un échec, c'est que vous avez les preuves. Vous connaissiez les antécédents et puis choses. Certainement que la plaie était plus grave que ça. Donc, vous êtes venu comme ça en 2013 avec cette médiation sans prendre connaissance de ce qui a été fait dans le passé? Non, non, on a les acquis du passé. Oui. Aller demander à une institution constituée, oui, ils ont leur demander ce qu'ils ont fait, oui, ou pas. Moi, sur le terrain, j'ai rencontré des hommes. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce propos? À ce propos, ils ne m'ont rien dit. J'ai constaté, comme je le dis, avant que nous ne parlions, j'ai demandé à ce que votre journal, votre télé, puisse nous suivre sur le terrain. Ça se fera, ça se fera. Oui, ça se fera. Mais avant de vous suivre sur le terrain, on vous pose des questions pour mieux comprendre. Vous avez échangé avec ces ex-combattants sur la réintégration des ex-combattants. Nous sommes venus rencontrer les ministres de l'institution, on a échangé. Je ne viendrai pas vous dire sur le plateau ici ce que nous nous sommes dit, puisqu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Ça pose une question. Vous parlez également aux Ivoiriens, et les Ivoiriens veulent savoir, ils veulent comprendre ce qui se passe. Les Ivoiriens veulent savoir ce qui se passe. Oui. Non, on leur dit de rester tranquille. Ce que nous faisons sur le terrain, peut-être que les Ivoiriens, on leur demande d'apporter leur pierre pour tous ceux qui ont des intérêts dans cette nation, qui ont des affaires, des trucs. On mobilise les vêtements, les kits, la scolarisation de leurs enfants. Pour le moment, en attendant que la plaie soit réglée, le contentieux ivoirien soit réglé de façon
drastique institutionnelle, mais on part au plus pressé. Alors, ton frère a faim, il faut lui donner à manger. À l'entame tu vas venir parler français. À l'entame de cette émission, vous disiez que vous avez été mise en phase de doléances des ex-combattants au niveau de la prise en charge médicale et de la réintégration dans l'armée ivoirienne. Vous l'avez dit, il y a plus de 2600 ex-combattants non intégrés à ce jour à l'armée ivoirienne. Pour vous, qu'est-ce qui coince? C'est quoi le problème? Donc, en fait, toute la question est réglée pour quelqu'un qui, peut-être s'il avait 16 ans, et puis 20 ans plus tard. Bon, les gens vieillissent, ils meurent, il y a beaucoup de trucs qui se passent, et puis le niveau intellectuel est haut. Donc, la question de l'intégration dans l'armée ne se pose plus. C'est une question de survie humanitaire. Quand nous parlons avec les ministres, on leur dit, c'est afin de manger, que les gens puissent avoir une petite activité à faire, retourner à ce qu'ils ont, qu'ils peuvent faire. Et puis bon, on a nos frères avec nous, et puis on continue. Mais est-ce que s'ils sont intégrés à l'armée, ça ne facilite pas cela, ça leur permet de manger tranquillement? Non, ça c'est s'il est intégré à l'armée, il aura un salaire, il aura des primes, il aura des avantages, et là il pourra vivre décemment. Bon, ça... Ou bien vous pensez que c'est difficile pour vous de le faire? Non, vous vous sentez incapable de le faire? Vous n'avez pas encore les capacités qu'il faut pour le satisfaire à ce niveau? Vous me titillez ou bien? Parce que nous échangeons. Il vous a exposé deux doléances. La prise en charge médicale, pour vous, c'est déjà un acquis, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est un acquis. Mais au niveau de l'intégration dans l'armée ivoirienne, ça table, ça coince, vous êtes bloqué. Vous vous sentez fébrile à ce niveau? Non, je ne suis pas fébrile. Aïe. Alors, qu'est-ce qui est fait alors? Qu'est-ce qui est fait à votre niveau pour que cet aspect soit réglé? Donc, ce qui est fait à notre niveau, au niveau des échanges, nous tablons sur le fait qu'ils doivent avoir d'autres activités. L'armée n'est pas la seule voie de salut. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que nous avons pu amener ceux-là à comprendre. Donc, ils sont d'accord. Vous montrez manifestement là votre impuissance à ce niveau, c'est ça? Je ne suis pas l'institution. C'est vrai, vous n'êtes pas l'institution, mais vous avez une mission de médiation auprès de l'institution pour aider ces ex-combattants à réintégrer, sinon à intégrer l'armée. C'est une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui te dit, mais il le demande, il le demande. Il le demande. Mais ça, c'est une obligation. Moi, ça fait 10 ans. On peut se taper 15 ans, 20 ans là-dedans. Hein? Ou bien, on le demande. Ce n'est pas par coup de baguette magique. Certainement, le fait que cette lucane, et je tenais à remercier le patron de presse, à sermonter M. Alafé, qui nous a permis de venir à cette télé intelligente. J'espère que ça pourra réveiller notre mémoire pour que vraiment on puisse avoir des solutions idoines. Et vous avez conclu récemment un accord avec le Rotary Club Elite. Parlez-nous-en. Le Rotary Club Elite. Parlez-nous de cet accord. De cet accord. Oui. Nous avons fait le plaidoyer. C'est maintenant qu'ils sont informés. Le Rotary Club? Oui, de la médiation. Ils nous ont posé la question, quelles sont les solutions? Nous leur avons dit que les projets sont là. Il y a des acquis, tout est mis en boîte. Est-ce que vous voyez? C'est une volonté qu'il faut. Donc, à leur niveau, ils sont en train de s'arranger, s'organiser, puisque eux, ils mobilisent les ressources. Donc, ils sont en train de mobiliser les ressources en ce moment et nous recevrons le pain. Hein. On ne dit pas qu'ils vont résoudre tous les problèmes, mais chaque Ivoirien ou bien chaque club, chaque organisation, même vous-même, vous pouvez aider. Est-ce qu'ils vous ont assuré de leur apport, de leur soutien pour
pour l'intégration de ces ex-combattants à l'armée ivoirienne. Non, c'est pas à ce niveau. Non, le thème là, c'est le maintien de la paix par l'humanitaire. Je ne vous ai pas dit le maintien de la paix par l'intégration des personnes. Le maintien de la paix par l'humanitaire, c'est-à-dire quoi? La Côte d'Ivoire court un risque? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous dira si elle court un risque. Moi, je vous pose la question. Oui, certainement. C'est quoi le risque? Il est à quel niveau concrètement? Non, il est à quel niveau? Comme le disait le premier président de la Côte d'Ivoire, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Si vous avez des enfants de la maison, de la bergerie, qui sont dehors, qui ont faim et autres, alors qu'ils savent où se cache le coffre-fort de papa, s'ils sont aux abois là, mais c'est psychologiquement, c'est des foyers vraiment sensibles de récupération. Ça, on n'a pas besoin de faire HEC pour ça. Quelle récupération? Non, récupération des djihadistes. Alors, vous étiez en Côte d'Ivoire. Donc vous nous dites l'attaque de Bassam. Donc vous nous dites que avec cette situation des ex-combattants, il y a un risque djihadiste qui plane sur la Côte d'Ivoire. Oui, mais le Burkina à côté de la Côte d'Ivoire, non. Ils n'ont pas frappé là-bas. Nous, on n'est pas exceptionnels, on n'est pas dans une bulle, hein, monsieur le journaliste. Ce n'est pas parce qu'on est premier d'Afrique comme ça, on a des intellectuels, on a une belle radio et autres, et qu'on va échapper. Si vous avez des enfants qui sont affamés, ils sont aux abois, eux, ils ne font pas de bruit, ils font des propositions, ils avancent. Alors pourquoi moi, si je le dis par moment, il y en a qui m'ont mis au fauteuil blanc pour me dire que, mais toi, tu vas à Abidjan, les gens ne t'écoutent pas. Et puis, ils m'ont demandé qui ne vous écoute pas? Non, les institutions. Moi, je viens taper à la porte. Si tu es ministre de la Solidarité. Peut-être que ces institutions estiment que vous n'êtes pas représentative. Non, c'est bon. Ce n'est pas qu'ils estiment, on se rencontre. Ça, il faut laisser. Représentative par rapport à quoi? Donc, ils m'ont mis au fauteuil blanc pour dire, mais toi, bon, en fait, c'est en matière de force, là. Ce combat, il est à deux niveaux. Hein. Il est hautement spirituel, et puis intellectuel, et puis affectif. Vous pouvez avoir les moyens, et puis regarder votre frère mourir. Ce n'est pas que la Côte d'Ivoire n'est pas riche, mais c'est une affaire de cœur. On le dit, volonté politique. Est-ce que vous pensez que les ex-combattants sont abandonnés par l'État de Côte d'Ivoire? Vous le pensez? S'ils étaient pris en charge, si le contentieux ivoirien était réglé, je ne serais pas là. Monsieur le journaliste, je serais en train de m'occuper de mon cabinet. Je suis juriste de formation, j'ai un cabinet de conseil juridique et de lobbying. Hein. De 2013 à 2023, ce n'est pas encore réglé ce problème-là? Ben, ça va se régler après. En 10 ans? Donc non, le bilan, il est négatif? Non, il n'est pas négatif. S'il était négatif, vous ne serez pas assis là, je vous le dis, objectivement. Expliquez-nous alors. Vous ne serez pas là. Comme vous me faites faire des redites, je vous ai dit, en 10 ans, il y a eu beaucoup de tentatives de déstabilisation qui ont été désamorcées avec la sagacité de certains préfets et des services de sécurité de la Côte d'Ivoire, et même avec la justice. Vous avez travaillé à cela aussi? Non, à cela aussi. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une autre chose. Nous sommes en train de faire un plaidoyer parce qu'il y a le président de la confédération de tous les ex-combattants, Ouattara Issouf, dénommé Diablo, que moi j'ai rebaptisé Dios. Parce qu'on ne peut pas travailler pour le diable. Le diable, c'est la destruction. Alors pourquoi... Qui est en prison. J'ai un mandat, je vous dis. J'ai un mandat depuis 3 ans. Je négocie. Alors, vous vous approchez du Rotary Club Elite pour venir en aide aux ex-combattants afin de maintenir un climat de paix en Côte d'Ivoire. Et ça se fait à la veille des élections locales du 2 septembre 2023. Il y a un lien?
Le fait que ce soit... Non, en fait, si c'est fait actuellement, là, je peux dire que c'est prémonitoire. C'est-à-dire pour une personne, nous avons voulu exprès ne pas médiatiser notre action, puisque c'est délicat. C'est sur un sujet sensible. Même quand nous faisons le plaidoyer auprès des guides religieux, pour que les uns et les autres... Parce que la plupart, peut-être, ce sont vos fidèles, ce sont vos fils et autres, pour qu'ils viennent en aide. Ils fuient le débat au motif que le sujet est sensible. Ils attendent que ça soit moins sensible pour que chacun puisse parler au cœur de nos enfants. Est-ce que vous voyez? Maintenant, que ce soit à la veille de ces élections, ce n'est pas un concours de circonstances que le Rotary nous a invités. Nous-mêmes, nous avions la possibilité de nous faire inviter dans les rédactions. Mais nous n'avons pas jugé nécessaire de le faire. Mais vu ce qui se passe, et puis depuis 3 ans, nous allons auprès des institutions pour que le leader de 2600 ex-combattants, qui chaque fois me demande des comptes, lui, il avait été incarcéré avec un leader politique. Le leader politique est sorti, mais lui, il est resté. Ils m'ont posé la question. Maman, va leur poser la question. Nous, on ne comprend pas. Toi, tu as fait le droit de choses. Mais je suis allé voir le procureur de la République. Il m'a posé la question, pourquoi est-ce que je viens lui demander et autres là. Je dis non, grand frère, c'est un aîné. Je lui ai dit, grand frère, je suis dans mon rôle d'ambassadrice de paix. Ils ne comprennent pas le mécanisme. Il m'a expliqué la procédure. Il a demandé si on a fait une demande de mise en liberté provisoire. Ça n'a pas été fait. Ça avait été confié à des juristes. Ça n'a pas été fait. Mais nous, on l'a fait. Si c'est rejeté, mais on va continuer à le faire. On continue jusqu'à ce qu'il soit libéré. C'est ça la pression. Est-ce que vous voyez? On va retenir avec vous qu'il n'y a pas de lien véritablement avec l'élection locale. Non. C'est pas plus coïncidence. Oui, mais je dis c'est prémonitoire. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Rapidement, un message, un appel avant de terminer. D'abord, dis merci à cette deuxième opportunité. Mais l'appel que je voudrais faire, c'est que j'ai pas de mots. D'accord. On va retenir que vous n'avez pas de mots et que vous invitez tout le monde à la paix, à la réconciliation, à la cohésion sociale. Merci beaucoup à vous, Son Excellence Safoué Mélanie Kouassi, ambassadrice de la paix, médiatrice entre les ex-combattants et le pouvoir en place. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et puis on vous souhaite bon vent dans vos activités. Avec vous d'ailleurs. Merci. Chers confrères. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission Les Entretiens sur l'Intelligente TV. À très bientôt pour une autre aventure. Au revoir.